Donc, en fait, le congrès s'arrête là. Je suis désolé, parce qu'après cette présentation sur l'oreillette gauche, vous verrez que tout est oreillette gauche, et que donc il n'y a que ça qui est important. C'est l'hémoglobine glyquée du cœur, et donc si on ne regarde pas l'oreillette gauche, c'est qu'on a loupé un truc. Donc il faut vraiment être certain que l'oreillette gauche n'est pas juste un réservoir, mais vraiment quelque chose qui reflète tout ce qui se passe dans le cœur d'un patient. Donc en fait, on en a besoin dans plein de circonstances, dans les valvulopathies bien sûr, mais aussi dans l'hypertension et les facteurs de risque cardiovasculaires, dans les accidents vasculaires cérébraux, dans l'insuffisance cardiaque, en particulier l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, la fibrillation atriale. Bref, on en a besoin tout le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette oreillette gauche, comme je l'ai dit, elle est vraiment très liée au ventricule gauche. Et quand on a du mal à comprendre pourquoi un patient est symptomatique et qu'on ne regarde que le ventricule gauche, on ferait bien de regarder l'oreillette gauche, parce qu'en regardant l'oreillette gauche, on comprend beaucoup mieux pourquoi le patient est symptomatique. Donc il y a une grande dépendance entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et il s'avère aussi qu'on comprend mieux certaines choses aujourd'hui. Et il y a une nouvelle maladie qu'on appelle la cardiomyopathie atriale, qui n'existait peut-être pas il y a quelques années, et qui existe maintenant, où on voit qu'il y a des patients qui ont d'authentiques maladies qui concernent que l'oreillette, avec quelquefois de la fibrillation atriale, mais pas forcément, mais des dysfonctions atriales qui sont souvent très symptomatiques et qui font l'objet de papiers de recommandation ou de consensus, comme celui-ci qui a été publié en début d'année. Et ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, l'échocardiographie va être au centre, et donc c'est très très chouette, parce qu'on peut mettre toutes les spécialités de la cardiologie autour de la table. Si on veut s'intéresser au remodelage électrique qui va conduire à la fibrillation atriale, eh bien on peut l'approcher en étudiant et la structure et la fonction de l'oreillette gauche. Et en étudiant la structure et la fonction de l'oreillette gauche, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'imagerie. Et donc avec l'imagerie, on peut appréhender le remodelage électrique d'un patient et donc aider à la prise de décision vis-à-vis d'une fibrillation atriale. La fonction atriale, elle est un peu plus complexe que la fonction ventriculaire, dans la mesure où la fonction ventriculaire, c'est systole-diastole. Et bien là, il y a trois fonctions. Une fonction réservoir, où c'est un sac qui se remplit du sang qui vient des veines pulmonaires. Une fonction conduit, où le sang passe directement des veines pulmonaires au ventricule gauche, parce que l'oreillette gauche ne sert à rien. Et il y a la phase booster pompe fonction, la fonction systolique, où l'oreillette gauche se contracte pour se vider et parfaire le remplissage du ventricule gauche. Donc trois fonctions. Réservoir, c'est pendant la systole ventriculaire. Conduit, c'est en protodiastole. Et booster pompe fonction, c'est en télédiastole. Et ça, on peut l'appréhender en imagerie très facilement. En imagerie tridimensionnelle, comme vous le voyez sur la diapositive, ou en imagerie de déformation, en strain de l'oreillette gauche, sachant que le paramètre le plus sensible, je ne vais pas cacher ça très longtemps, c'est le strain, c'est beaucoup plus sensible que l'étude volumétrique. On va voir des choses beaucoup plus précocement et de manière beaucoup plus fiable qu'avec l'étude volumétrique. Ce qui est très important si on veut étudier l'oreillette gauche, c'est qu'il faut savoir l'explorer. Et le grand axe du ventricule gauche n'est pas le grand axe de l'oreillette gauche. Et donc, il faut savoir que quand on fait une échocardiographie, il faut faire une coupe apicale 4 cavités dédiée au ventricule gauche et une coupe apicale 4 cavités dédiée à l'oreillette gauche pour maximiser le plus grand axe et du ventricule gauche et de l'oreillette gauche. On ne peut pas avoir les deux parfaitement sur la même image, ou alors il faut faire du tridimensionnel pour ensuite reconstruire l'oreillette gauche dans sa plus grande dimension. Et il faut mesurer ce volume de l'oreillette gauche. Dans le passé, on mesurait le diamètre de l'oreillette gauche. Foutaise, on met ça de côté. Surface, pareil, on met ça de côté. Maintenant, les recommandations, c'est vraiment de mesurer le volume en biplan ou éventuellement en 3D avec ce cutoff de 34 ml par mètre carré qui est associé au risque de mortalité, qui est associé au risque d'arythmie, qui est associé au risque d'événements thromboemboliques. Donc bien mesurer le volume de l'oreillette gauche en apicale 4 et en apicale 2 cavités en essayant de maximiser le plus grand axe de l'oreillette gauche. Le couplage entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche nous amène à penser aussi au volume minimal de l'oreillette gauche, pas simplement le volume maximal, mais aussi le volume minimal. Et quand on fait le ratio entre les volumes de l'oreillette et du ventricule gauche, on utilise le volume minimal de l'oreillette gauche qui finalement est un paramètre extrêmement sensible pour prédire les événements cardiovasculaires dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, mais aussi dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux. Donc il faut savoir qu'on peut coupler ces volumes entre le ventricule et l'oreillette. Ça a été très étudié ici dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, mais aussi dans plein d'autres domaines, dont la prévention cardiovasculaire. Mais je crois que le plus simple, c'est quand même de regarder le strain de l'oreillette gauche. C'est très facile. On a des valeurs cut-off qui ont été produites, avec ici une méta-analyse qui vous donne bien
une fonction réservoir qui normalement doit être à 40%, une fonction conduit qui normalement est à 23%, et une fonction booster pompe fonction qui est à 18%. Celle qui est la plus facile à mesurer, c'est la fonction réservoir à 40%. Je vous mets juste ce papier parce que je viens de Rennes et parce que je suis très fier de dire que ce papier est vraiment génial et j'étais contre au départ. Donc j'avais tort. Mais c'est une idée géniale de Arnaud Hubert qui était un interne de chez nous. On a regardé des cyclistes, pas professionnels, mais de haut niveau. Des hauts niveaux, mais qui avaient tous plus de 60 ans. Donc c'était des retraités bretons qui, quand ils sont à la retraite, les Bretons, ils prennent leur vélo et ils font du vélo tous les jours. Du coup, ils font 300 km par semaine et donc on peut considérer que ce sont des athlètes de haut niveau. Certains vont réussir à faire leur athlétisme, enfin leur vélo 300 km par semaine et d'autres vont développer des cardiopathies, dont de la fibrillation atriale. Et on a regardé les volumes de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche et les strains de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche chez ces patients-là. Et vous voyez qu'entre les patients ou les sujets qui vont développer une fibrillation atriale au cours de leur entraînement intensif de vélo et ceux qui ne vont pas développer de fibrillation atriale, eh bien on peut facilement les distinguer en regardant le strain atrial, en particulier de l'oreillette gauche, et non pas en regardant les volumes de l'oreillette gauche. Donc c'est vraiment très très sensible. On a aussi regardé dans les cardiomyopathies hypertrophiques quel était le meilleur marqueur prédictif d'accident vasculaire cérébral. Et bien là encore, c'est le strain de l'oreillette gauche, avec un cut-off à 21% pour définir une dysfonction atriale qui est associée au risque d'accident vasculaire cérébral, même en rythme sinusal. Donc c'est vraiment très important de regarder ce strain de l'oreillette gauche. C'est associé au risque d'accident vasculaire cérébral, c'est associé au risque d'accident potentiellement asymptomatique et ça a même été associé au risque de démence vasculaire. Bien sûr, c'est associé au risque de fibrillation atriale, mais ça c'est plus évident. Donc il faut vraiment regarder le strain de l'oreillette gauche, c'est très très important et ça vous apporte beaucoup d'informations sur le risque de votre patient vis-à-vis de tous ces événements. Et puis, juste pour terminer, s'il me reste 1 minute, c'est aussi un marqueur pour évaluer les pressions de remplissage et évaluer la fonction diastolique. Et juste pour vous rappeler le nouvel algorithme d'estimation des pressions de remplissage qui a tendance à downgrader un petit peu E sur E' au profit du strain réservoir de l'oreillette gauche avec un cut-off à 18%. Donc on sait que E sur E', ce n'est pas toujours parfait, loin de là. Et bien maintenant, on peut remplacer ou intégrer en plus de E sur E' le strain de l'oreillette gauche pour mieux évaluer les pressions de remplissage de nos patients. Donc pour conclure, il est vraiment important de s'intéresser à l'oreillette gauche. C'est l'hémoglobine glyquée du cœur, hein, c'est James Thomas qui l'a dit il y a 25 ans, donc ça doit être vrai. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important. On peut mesurer les volumes, c'est très important, mais il faut aussi mesurer le strain avec cette valeur cut-off du strain réservoir à 40% et cette association au risque de mortalité, au risque d'événements thromboemboliques, de fibrillation atriale et d'insuffisance cardiaque. Je vous remercie.